Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Caro Livre pour un nouveau point de lecture. Je vais vous présenter 4 livres que j'ai lus dernièrement. Il y a 3 thrillers et un classique. Je vais commencer par le classique, tiens ça changera. Alors, je vais vous présenter Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, c'est aux éditions Thibert. C'est un livre que j'ai eu via le financement participatif Ulule, donc l'année dernière, je l'ai reçu au mois de septembre. Et je me suis enfin décidée à le sortir de ma palle. En fait, Mrs. Dalloway, je l'ai déjà lu, c'est un classique de la littérature anglaise. Virginia Woolf, c'est une autrice anglaise qui a vécu fin 19e, début 20e. C'est une immense auteure pour moi. J'ai d'ailleurs de nombreux romans d'elle. Et c'est une auteure d'autant plus grande que ses romans sont très forts, parlent de thèmes très forts comme l'intimité, qu'est-ce que c'est le fait d'être une femme dans la société anglaise à cette époque-là, mais aussi la maladie, parce qu'en fait Virginia Woolf était dépressive. Elle a d'ailleurs fini par se suicider. Et dans ce livre, donc Mrs. Dalloway, je sais plus ce que je voulais vous dire, oui, on va suivre plusieurs personnages. Alors, c'est pas un livre qui est facile à lire. Si vous voulez vous lancer dans du Virginia Woolf, je ne vous le conseillerais pas parce qu'il est vraiment très compliqué au niveau de la narration, puisque Virginia Woolf prend le parti d'adopter un point de vue un peu spécial, c'est-à-dire qu'elle va faire parler ses personnages par du discours, pratiquement que du discours indirect libre. Ce qui fait qu'en fait on est dans les pensées du personnage, on suit ses pensées telles qu'elles lui viennent en esprit. Donc vous voyez, c'est un peu bizarre. Dans le même genre, vous avez Ulysse de Joyce, qui est un peu dans ce style-là. Donc en fait on va suivre Mrs. Dalloway qui va donner une réception le soir et on la suit du matin jusqu'au soir. Et en fait, comme on pénètre dans les pensées du personnage, de temps en temps on passe d'un personnage à l'autre. Donc par exemple au début on va être avec Mrs. Dalloway, donc elle va parler elle va penser aux personnes qu'elle va inviter le soir, elle pense à sa fille, etc., à son amour de jeunesse. Puis justement on va passer à son amour de jeunesse qu'elle rencontre à un moment donné. Et puis cet amour de jeunesse, à un moment donné, il est dans les rues de Londres, il va croiser un couple d'amoureux, Lucrezia et Septimus. Et on va pénétrer dans les pensées de Septimus, qui est un homme qui va profondément toucher, parce qu'en fait il revient du front de la guerre 14-18. Et en fait aujourd'hui on parlerait de dépression post-traumatique. Il fait de la dépression et sa femme essaie de le soigner avec des médecins, mais rien n'y fait. Enfin voilà, on est un peu dans ce délire là. Donc c'est pas facile, c'est un roman qui est court. Dans ma version il fait 250 pages. Et en fait si je me le suis pris, quand il y a eu la campagne de financement participatif Ulule, c'est parce qu'en fait c'est un roman, comme vous l'avez vu, qui est illustré par Nathalie Novi. Donc déjà vous l'ouvrez à l'intérieur, c'est sublime. Et j'adore parce qu'en fait je trouve qu'elle restitue à merveille l'esprit anglais. Les Anglais aiment beaucoup les fleurs. Enfin, je crois, hein, moi de ce que je vois, tout ce qui est motif anglais c'est souvent les fleurs ou du Liberty. Et je trouve qu'elle restitue à merveille cet esprit-là. Tout au long vous avez des illustrations. C'est vraiment un bel ouvrage que je vais garder dans ma collection bien sûr. J'essaie de vous trouver une autre planche un peu sympa. Par exemple, hop. Voilà, donc de temps en temps, toc, je vois pas. Voilà, vous avez des dessins. C'est magnifique, celui-ci je l'adore. Là, avec la biche. Donc ça c'est censé être la fille de Mrs. Dalloway, Elisabeth, qui s'ennuie, qui aimerait être comme une biche à courir dans les bois au lieu d'être courtisée par des hommes tous ennuyés les uns que les autres. Voilà, donc ça c'est un roman que je vais garder précieusement. Dans cette collection j'ai également, ils sont là, j'ai Persuasion et Orgueil et Préjugés bien sûr. Donc c'est le 3e que j'ai dans les éditions Thibert. Regardez, en ce moment il y a une campagne pour Jane Eyre. Je ne sais pas si elle est terminée ou pas, mais ça vaut le coup. Franchement ça vaut le coup d'avoir un ouvrage comme ça dans sa bibliothèque. Sans transition, je vais passer au thriller. Donc je vais commencer avec La Villa de Verre de Cynthia Swanson, c'est aux éditions Presse de la Cité. Toc. Alors ici on va suivre, alors déjà on est dans Wisconsin en 1960, donc j'ai adoré l'ambiance 1960. On suit Angie qui a une vingtaine d'années je crois, elle est mariée à Paul qui a 15 ans de plus que lui, ils ont un petit garçon. Et en fait un jour Angie reçoit un coup de fil de la nièce de Paul qui s'appelle Ruby, cette nièce s'appelle Ruby, elle lui apprend que son père
donc le frère de Paul vient de se suicider, et que sa mère, qui a un nom bizarre qui s'appelle Silja, s'est barrée. Voilà. Donc Paul et Angie décident forcément d'aller au secours de cette nièce. Elle a, Ruby, je sais pas, elle a 15-16 ans à peu près. Et ils arrivent chez Ruby, qui habite donc toute seule à présent dans une immense villa cernée par les bois et qui est surnommée la Villa de Verre parce qu'en fait le nom de famille de Paul et de son frère c'est Glass, donc il y a un jeu de mots qui n'est pas retranscrit dans la traduction sur le nom de famille et sur cette villa qui est en effet en verre tout en baie vitrée, une villa assez moderne pour les années 60. On est dans du thriller psychologique, donc l'auteur prend son temps pour dérouler la psychologie de chaque personnage. On suit des chapitres avec Angie qui parle à la première personne, qui dit je. Et on suit des chapitres avec Ruby qui parle à la troisième personne, donc ça va, enfin, le narrateur parle à la troisième personne, elle. Et on suit d'autres chapitres, et c'est ceux-là que j'adorais. On a des flashbacks, on revient en fait dans les années 40, au moment où les parents de Ruby, donc Paul et Silja, se sont rencontrés. Et en fait, cette rencontre entre Paul et Silja qui date des années 40, va nous éclairer sur le suicide d'Henri, donc le père de Ruby, et sur la disparition de Silja. Parce qu'en fait, on se doute très vite que c'est un peu bizarre. D'ailleurs, il y a une journaliste qui traîne autour de la maison et qui semble dire à Angie que son mari, Paul, ne semble pas être le mari idéal qu'elle a imaginé, qu'elle a épousé. Et en fait, Angie se rend compte au fur et à mesure que cette famille, donc sa belle famille, elle est un peu bizarre, cache des secrets, et elle se rend compte que son mari, elle le connaît peut-être pas si bien que ça, que Ruby, qui normalement devrait être, c'est une gamine, hein, complètement effondrée par la mort de son père, par la disparition de sa mère, n'est pas si effondrée que ça. Donc c'est assez bizarre. Voilà, donc si vous voulez un thriller qui va à 100 à l'heure, qui a le temps, ça c'est pas fait pour vous. Ça c'est un thriller psychologique encore une fois, avec des secrets de famille, où il y a une révélation à la fin bien sûr, qui m'a pas tant surprise parce que la révélation, grâce au flashback, on s'y attend un petit peu. Mais j'ai passé un bon moment de lecture et j'ai adoré cette ambiance années 60, je crois que c'est peut-être ça qui m'a le plus plu, avec la révolution sexuelle qu'on aperçoit qui est en train de se mettre en place. Il y a beaucoup de références à la littérature, notamment j'ai aimé, il y a un passage où Ruby en fait elle invite une de ses professeurs qui est noire. Ruby elle est au lycée, elle a une professeure de littérature qui est noire. Et Angie elle est ravie de rencontrer cette professeure noire, alors que Paul il est encore campé sur ses positions, une noire chez lui, qui plus est professeur de littérature, qui plus est une femme. Et voilà, on sent qu'en fait c'est un moment charnière de la société, que ça change au niveau de la révolution culturelle, de la révolution sociale, raciale, sexuelle, tout ce que vous voulez, dans l'Amérique profonde, et j'ai trouvé ça super intéressant. Voilà, vous pouvez aller voir ma chronique écrite pour plus de détails, mais c'est un bouquin que j'ai vraiment aimé pour l'ambiance et puis pour le secret de famille qui est déterré au fur et à mesure de l'intrigue. Ensuite, j'ai lu un autre thriller qui m'a beaucoup plu. Il s'agit de Blood Sisters de Jane Corey et c'est aux éditions Pygmalion. Alors ici, on change complètement d'ambiance. En fait, on va suivre deux sœurs. On suit comment elle s'appelle, Alison. On suit Alison, qui est professeure d'art plastique. Alors elle est professeure d'art plastique dans un centre le soir. Bon, elle est un peu fauchée. Et donc en fait, un jour, elle tombe sur une petite annonce où on lui propose de donner des cours d'art plastique en prison. Donc, elle accepte parce que ça lui fait un revenu régulier. Dans une prison pour hommes, mais c'est une prison un peu spéciale, c'est une prison ouverte. C'est-à-dire que les prisonniers, la journée, ont le droit quand même de se promener, de faire des activités, ils ne sont pas tout le temps enfermés. Et on suit sa sœur Kitty, donc les chapitres alternent entre Alison et Kitty. Kitty c'est la petite sœur d'Alison, et en fait elle est handicapée, donc elle est dans un centre pour handicapés. Et en fait il lui arrive quelque chose à Kitty, on ne sait pas vraiment quoi, elle est dans un fauteuil roulant, elle est paralysée de partout, elle peut juste bouger son bras ou qu'elle agite de temps en temps quand elle n'est pas d'accord, et sa tête. Et en fait, les chapitres qui sont centrés sur Kitty, l'auteur fait en sorte qu'on comprend ce que dit Kitty dans sa tête, parce qu'en fait Kitty elle a toute sa tête. Elle a perdu quand même un peu la mémoire, elle sait plus vraiment pourquoi elle est handicapée.
mais elle a toute sa tête. Mais quand elle veut parler, et ben ça sort pas. Ça sort sous forme de grognement, voilà, elle s'énerve. Donc nous, on sait ce qu'elle veut dire. Elle sait vraiment ce qu'elle veut dire parce qu'elle a tous ses moyens intellectuels, mais les autres personnages ne l'entendent pas et c'est hyper frustrant parce qu'en fait, au fur et à mesure, Kitty retrouve la mémoire, il se passe plein de choses dans son centre, donc sa mère vient la voir de temps en temps, sa sœur aussi, donc Allison également, et elle va commencer à comprendre pourquoi elle est dans ce fauteuil, pourquoi elle est handicapée aussi gravement. Donc on suit Kitty d'un côté, on suit Allison de l'autre, Allison qui commence à donner des cours d'art plastique dans cette prison pour hommes, et puis un jour elle reçoit un premier message de menace, qui lui fait comprendre que la personne qui lui a écrit le message sait ce qu'elle a fait il y a 15 ans. Voilà, donc à partir de là on va avoir des flashbacks également dans ce roman, qui va nous montrer la relation entre Kitty et Allison il y a 15 ans, donc quand elles étaient en fait à l'école, une au collège, une au lycée. Et puis un jour il s'est passé un drame qui fait que la famille a éclaté et qui fait que Kitty est maintenant Kitty dans son centre et Allison est maintenant devenue Allison dans sa prison où elle donne des cours d'art plastique. Voilà. Donc là encore on est dans du thriller psychologique. Ne vous attendez pas à un truc où il se passe 100 000 choses à la seconde, où vous pouvez pas vous empêcher de tourner les pages. C'est psychologique. L'auteur prend énormément de temps pour poser tous ses personnages, que ce soit Allison ou que ce soit Kitty. Donc au départ on voit pas très bien où elle veut en venir. Et puis au fur et à mesure on se rend compte quand même qu'il y a une tension dans cette famille, il y a un truc de louche. Voilà, je vous en dirai pas plus. J'ai bien aimé, c'est du même acabit que la Villa de Verre. Ça prend son temps, il y a des révélations, il y a des secrets de famille. Moi j'ai adoré les passages qui se déroulent dans le centre pour handicapés où vit Kitty, parce qu'en fait on sent que l'auteur elle a vraiment fait des recherches et on voit vraiment comment ces jeunes gens vivent leur handicap et c'est hyper frustrant de suivre Kitty parce qu'on a envie de lui dire mais purée, mais vas-y, dis ce que t'as envie de dire, dis le secret, voilà, révèle à tout le monde ce qui s'est passé. Elle le dit mais dans sa tête, et nous on est derrière, on est en train de lire et on a trop envie de savoir. Donc je vous le conseille, c'est quand même une brique, on n'a pas l'impression comme ça, mais il fait 495 pages et c'est écrit super, c'est quand même petit. Donc moi j'ai mis une bonne semaine quand même pour le lire. Mais franchement j'ai beaucoup aimé ce bouquin et je vous le conseille. Et enfin je termine avec le dernier thriller. Alors là, cette fois-ci, là, si vous voulez un thriller haletant, page turner, où poum poum poum, il y a de l'action dans tous les coins, allez-y avec Cerro Rico. Je sais pas si ça se prononce comme ça, je suis nulle en espagnol, j'ai jamais fait d'espagnol, de Thierry Berlanda et c'est aux éditions du Rocher. Alors déjà je précise, c'est un 3e tome. C'est l'auteur qui me l'a gentiment envoyé. Moi je n'ai pas lu le premier ni le deuxième, mais ça ne m'a pas empêché de comprendre ce 3e tome. Je suis allée voir 2-3 chroniques du 1, du 2 pour voir si ça allait m'en empêcher, et en fait pas du tout. En fait on est dans le genre de bouquin où vous retrouvez les personnages d'un tome à l'autre, mais l'intrigue elle est à chaque fois différente, donc il n'y a pas de problème. Puis en plus l'auteur il est suffisamment malin pour donner des indices sur les relations entre les personnages, sur ce qui s'est passé avant. Donc, si vous êtes... Enfin voilà, franchement, j'ai tout compris, à qui était qui, les relations, il n'y avait pas de souci. Alors là, on va suivre... Alors attendez, ça commence à Tirana. C'est Tirana, je crois, la ville. Et on suit en fait Antoine Dupin qui est... Moi, j'appelle ça un lanceur d'alerte. C'est-à-dire que... Il est journaliste et il publie dans son journal qui est financé par un richissime homme d'affaires, il fait éclater des scandales. Alors je précise avant qu'on est dans un univers comment dire, où 5 grandes multinationales dominent le monde. Donc il y a une multinationale pharmaceutique, il y a l'armement sécurité, il doit y avoir l'agroalimentaire, je ne sais plus les autres, et ce ne sont plus les États qui jouent leur rôle étatique, mais ce sont ces multinationales qui ont remplacé les États, et les États en gros ne sont plus souverains. Voilà, donc on a dans cet univers-là, avec en plus la technologie qui domine tout. C'est-à-dire que vous entrez dans un aéroport, on vous a scanné de haut en bas, on a regardé si vous aviez un virus, des bactéries, d'où vous venez, où vous allez, enfin vous êtes traqué de partout.
Donc on commence à Tirana avec Antoine Dupin qui justement lui est lanceur d'alerte et il publie régulièrement des scandales dans les journaux pour faire éclater la vérité, pour montrer que le monde est dominé par ces multinationales. Et puis un jour, il se rend compte que une des femmes qui est à la tête de Lamar Corporation, qui est une des grandes multinationales, trafique quelque chose de pas bien net. Mince, je sais plus où, en Bolivie, je sais plus où, oh là là, la nulle, dans un pays d'Amérique du Sud, je me rappelle plus. Et donc il va enquêter là-dessus, et bien sûr il reçoit tout de suite des menaces de mort, il se fait traquer, un de ses acolytes est buté, et donc lui il veut échapper à ça. Et pour faire éclater la vérité, il va aller demander à une ex-agente gouvernementale qui s'appelle Justine Marcella de l'aider. Au début, Justine, elle refuse parce qu'elle, elle s'est retranchée, elle est devenue institutrice dans un village complètement paumé en Toscane. Donc elle veut pas remonter sur le ring et redevenir ce qu'elle a été, ce qu'elle a fait. Et puis il se passe quelque chose dans une scène, mais que j'ai adorée. Une scène, mais hyper visuelle, d'anthologie, où la meuf, j'ai adoré Justine Marcella, la nana, elle est badass. Elle sort l'artillerie lourde et là, à un moment donné, voilà, il y en a qui vont trop loin, elle leur fait comprendre qu'ils sont allés trop loin. Et elle remonte en scène pour traquer justement ces multinationales. Et à partir de là, j'ai l'impression que je vous embrouille complètement, mais c'est hyper compliqué en fait comme intrigue, parce qu'il y a plusieurs intrigues qui sont éclatées. C'est assez complexe, mais finalement, au final, tout va se relier à la fin. Et on va suivre surtout donc Justine, qui va essayer de faire exploser ces multinationales et qui va essayer de remonter jusqu'à la chef, la plus grande chef qui gouverne, on peut dire, le monde maintenant, qui s'appelle Jane Kirkpatrick, je crois c'est Jane son prénom, voilà. Qui est entourée de... Elle est entourée de... Elle se fait des bains de nanoparticules, elle a 70 ans mais elle en fait 30. Enfin, elle est blindée de technologie à l'intérieur d'elle, etc. Et Justine va être confrontée à son meilleur ennemi au cours de cette traque. Voilà, là, contrairement aux deux autres thrillers, vous êtes dans un truc qui va à 100 à l'heure. Les chapitres sont courts, il y a de l'action, il y a du rythme. Parfois c'est quand même ardu parce que l'auteur il maîtrise bien son sujet, notamment au niveau des technologies, et parfois c'est vrai que j'ai un peu sorti les rames pour le suivre, mais ça se lit. Hein. Il imagine un monde qui pourrait véritablement... des choses qui arrivent dans un monde, et ces choses-là pourraient se produire, notamment avec les migrants qui viennent d'Afrique. C'est très intelligent, c'est effrayant parce que ça nous fait réfléchir à certains aspects de la société, et surtout moi j'ai vraiment le coup de cœur pour Justine, qui est vraiment intelligente, maligne, qui est forte. C'était un régal de suivre ce personnage, et je pense que s'il y a une... Voilà, moi c'est le tome 1 ou le tome 2, je crois que c'est le tome 2 où il y a Justine qui apparaît surtout, mais je me dis j'ai envie de lire le tome 2 juste pour retrouver ce personnage badass, quoi, qui se sort de situations un peu à la... Alors je dirais un peu à la Jason Bourne. Si vous avez vu les Jason Bourne, c'est un peu ça. C'est un peu son alter ego féminin. Voilà, donc c'était vraiment une super lecture, je vous encourage à découvrir cette série. Vous pouvez commencer par le premier tome, mais le troisième tome est tout à fait accessible. C'était vraiment super intéressant. Voilà. Et bien écoutez, j'ai fini avec mes lectures. Voilà. Du coup, je vous ai pas dit, ça c'est ça et ça. Ça rentre dans le challenge lancé par Séverine, Paye ton slip. Donc ça me fait 1 et 2 lectures pour le moment. En fait 3 et 4 parce que j'en ai lu 2 autres, donc je suis à 4 sur 15 livres pour l'instant du challenge Paye ton slip de ma palle de l'été, pour ceux qui ont suivi la dernière vidéo. Voilà.
Je m'arrête là, j'arrête de blablater. Je pense que... Est-ce qu'il y aura une prochaine vidéo? Je ne sais pas. Après, je vais partir en vacances et là où je vais, le réseau est très mauvais. Donc je vous ferai, je pense, des stories sur Instagram. Donc je pense que ce sera mon dernier point lecture de l'été et on se reverra plutôt au mois mi-août pour faire une vidéo parce que sinon ce sera trop compliqué de vous mettre ça en ligne. Mais suivez-moi sur Instagram et vous verrez toutes mes lectures, je ferai un peu des... Je développerai en story sur Insta. Voilà. Mais écoutez, j'arrête là vraiment parce que ça va être trop long. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer de très bonnes vacances et de faire de très belles lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao.